Donc, nous allons parler du teint de porcelaine à l'addiction solaire. J'ai intitulé ça « Petite histoire des rapports de l'homme avec le soleil » et on va voir que ces rapports sont bien compliqués. Nous allons suivre le plan suivant. Après une brève introduction, nous allons démontrer que nous avons été longtemps en phase d'histoire lente et que tout au long de cette histoire lente, il y avait une exigence de peau pâle, d'une peau pâle. Après, on va passer en phase d'histoire rapide et là, depuis, on a l'exigence d'une peau bronzée qui s'impose à chacun. Enfin, vont suivre des avancées, on va expliquer ce que sont les avancées en matière scientifique et dermatologique avec la naissance des produits de protection solaire qu'on a l'habitude de désigner par PPS. Et nous terminerons avant la conclusion par les controverses actuelles qui se sont développées ces dernières années. Donc en matière d'introduction, il faut rappeler que les rapports de l'homme au soleil sont caractérisés par une grande ambivalence. D'une part, effectivement, cet astre est indispensable à la vie. Chez les Égyptiens de l'Antiquité, eh bien, il a même été divinisé. Donc, on a une attirance indéniable vis-à-vis de cet astre, et bien sûr un besoin lié à un besoin vital aussi. Et puis, avec la connaissance, la naissance de toutes les connaissances scientifiques qui nous ont montré les effets néfastes de l'exposition solaire, une fuite aussi qui est indispensable. Donc tout ça s'organise au sein des rapports de ce que j'ai appelé de l'homme au soleil. La nécessité d'une protection vis-à-vis du rayonnement solaire, et plus particulièrement on va axer sur les ultraviolets, une toute petite partie du spectre, n'est survenue qu'à partir du XXe siècle. On verra qu'avant, on ne se soucie nullement de s'en protéger. Et donc, c'est avec le XXe siècle que sont nés les premiers produits de protection. Ce sont des produits, on le verra, qui sont fort complexes, et fort complexes à bien des points de vue. D'une part, par leur composition, et aussi de leur galénique, c'est-à-dire de la manière dont ils se présentent à l'utilisateur. Ils sont complexes vis-à-vis de leur statut, dans le domaine de leur statut réglementaire, et puis également assez complexes d'un point de vue de leur contrôle et de leur utilisation par le consommateur. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de controverses qui sont nées les concernant, et que l'industrie en particulier, puisque ce sont des produits industriels, est obligée de faire des compromis. Et ces compromis, c'est entre une exigence absolue de protection efficace, puisqu'on va voir qu'il faut se protéger des cancers, de la survenue des cancers cutanés, et bien évidemment dans le respect de l'environnement. Donc le compromis, ça va être entre les deux. Se protéger d'une manière la plus complète, la plus efficace possible, et ne pas polluer notre environnement, en particulier l'environnement marin. Donc, on va commencer par démontrer par quelques diapositives cette phase que j'ai qualifiée d'histoire lente, même j'aurais pu dire très très lente, excessivement lente, puisque cette période va durer de l'Antiquité jusqu'aux années 1930, on verra. Cette date, bien sûr, n'est pas gravée dans le marbre. Bon, schématiquement, c'est quand même les années 30. On verra pourquoi. On en a des exemples et des témoignages, plus exactement, de cette exigence absolue d'un teint pâle pour les différents individus. Donc, dans l'Antiquité, il y a cette Parisienne emblématique, ce fragment de fresque que l'on trouve en Crète à Knossos. On voit bien que cette femme qui a été appelée la Parisienne a un teint excessivement pâle, et que par contraste, on fait ressortir son œil en noir et ses lèvres en rouge. Donc, symbole, j'ai choisi cette Parisienne, symbole de l'Antiquité. Et puis, on voit que au 19e, au 18e, donc au 18e, la reine Marie-Antoinette, il y a cette exigence de teint pâle qui d'ailleurs est renforcée par des fards pour la plupart hautement toxiques à base de céruse, mais qui renforcent
cette notion de pâleur, de blancheur au niveau du teint. Enfin, et puis chez Manet, on voit les deux femmes, l'homme aussi du reste, avec ce teint excessivement clair. Pour avoir ce teint, pour se protéger le plus possible du rayonnement solaire, eh bien, on a recours à des accessoires. Et là, deux siècles, le 18e, Vigée-Lebrun, son autoportrait, on la voit avec un chapeau à large bord, ce qui effectivement reste pertinent, enfin, au 21e siècle. Et puis, j'aurais pu choisir un tableau de Monet, parce que Monet et la femme à l'ombrelle, c'est une espèce de symbole aussi du 19e. Non, là, j'ai choisi un tableau de Jules Breton, parce que au fond, c'est la baie de Douarnenez. C'est par référence à ma chère Bretagne. Donc, on voit bien que parfois, les femmes ont recours à deux accessoires, le chapeau d'une part et l'ombrelle d'autre part. Alors, petite précision, bien sûr, cette exigence de teint pâle ne concerne que les classes sociales les plus élevées de la société. La paysanne sur les bords du Nil dans l'Égypte ancienne, ou la paysanne de Bretagne, de Vendée ou d'ailleurs, elle ne se protège pas particulièrement, quoique en Bretagne, on trouve par exemple des coiffes qu'on appelle quichenottes et qui protégeaient bien la nuque de la femme qui était penchée sur son travail de la terre. Donc, une nécessité absolue de blancheur, de teint pâle. Il faut justement, pour ces classes sociales privilégiées, ne pas avoir l'air d'avoir un travail dans les champs. Donc, on se protège par ces divers accessoires. Et c'est dans les années 30, donc là, on va passer en histoire rapide, rien n'a bougé depuis l'Antiquité, et là, tout va changer. Tout va changer avec des personnes emblématiques en France particulièrement. Enfin, j'ai mis 1930. En fait, il faut nuancer. Si on prend l'exemple de Cocteau, alors certains auteurs placent Coco Chanel comme celle qui a initié le bronzage en France. En réalité, il faut plutôt revenir à Cocteau lui-même, et comme Coco Chanel était une amie de Cocteau, il est plus que probable que c'est Cocteau qui a initié Gabrielle Chanel aux joies, enfin, à dire entre guillemets, parce qu'à l'époque ce sont les joies, du bronzage. Et on connaît, on peut parler actuellement d'addiction solaire sans doute de Cocteau pour le bronzage. Il y a de nombreux clichés où il apparaît bronzé, seul ou avec Jean Marais sur une plage, puisque Cocteau, quasiment au niveau de la Première Guerre mondiale, fin 1917, va fréquenter le bassin d'Arcachon, et va découvrir les bains de soleil, ce qu'on appelait à l'époque, qui est un terme un peu désuet, même carrément désuet au XXIe, de bains de soleil. Et puis, 1925, c'est Joséphine Baker qui triomphe dans la revue Nègre. Cette revue Nègre va avoir pour conséquence plusieurs conséquences. Bien sûr, de faire découvrir aux Français et particulièrement aux Parisiens le jazz, la culture noire, et puis cette teinte de peau particulière qui effectivement est particulièrement esthétique. Et ça rejoint Cocteau, adore cette couleur. Tout le monde va devenir fou de cette couleur ambrée, dorée, bronzée, hâlée. Rapidement, ceux qui vont devenir des adeptes de ces bains de soleil vont constater que c'est pas forcément très agréable de cuire au soleil avec la peau nue, c'est-à-dire sans rien appliquer dessus. Donc, l'industrie cosmétique va
saisir cette opportunité et se dire effectivement, ceux qui sont adeptes du soleil, et là ça va s'amplifier, ça va pas rester simplement dans la sphère de ce que j'appellerais le showbiz ou les célébrités parisiennes. On est dans la période après les congés payés, donc les Français découvrent la joie des vacances et particulièrement des vacances au bord de la mer. Donc il y a un potentiel, un marché potentiel très important pour les industriels. Et il y a deux industriels qui vont voir une manne dans cette nouvelle mode. C'est Eugène Schuller, le fondateur de L'Oréal, qui effectivement a été quand même très, très pionnier dans pas mal de domaines. Il crée Ambre Solaire, et puis un petit peu avant lui, il y avait eu Jean Patou qui avait créé l'huile de Caldé. Alors, par rapport à ces produits-là, on peut en donner deux caractéristiques. C'est que d'abord, on ne connaît pas leur efficacité. Donc c'est plus avant tout pour permettre une sensation de confort et de ne pas s'exposer, j'ai envie de dire, à sec. D'ailleurs, ces produits-là sont appelés produits brunissants, ce que personne aujourd'hui en 2021 n'oserait mettre sur le marché. Même s'il y a un filtre dans la préparation, il n'y a pas de réelle filtration, et c'est juste pour avoir un corps gras. Alors effectivement, avec sans doute le filtre qui est présent permet, le premier c'est le PABA, l'acide para-aminobenzoïque, qui n'est plus autorisé parce qu'il était sensibilisant, donc allergisant. Et on le voit bien sur les publicités, aussi bien de l'huile de Caldé que d'Ambre Solaire. La personne, qu'elle soit dessinée plus ou moins, elle est très bronzée. Donc le but est le bronzage. On l'a découvert, donc on veut surtout pas s'en passer. Petit à petit, ce qui va changer la donne, ce sont les travaux en photobiologie, puisque ces différents travaux vont permettre de décrire les effets nocifs des ultraviolets sur la peau. Jusque-là, j'avais parlé des joies du bronzage, simplement on s'est dit c'est merveilleux de s'exposer au soleil, il y a que des effets bénéfiques en fait. Et puis là, la photobiologie va venir tout bouleverser et dire non, la réalité dermatologique, la réalité scientifique est tout autre. Il y a des effets nocifs, et également on va classer les individus en fonction de la manière dont leur peau réagit après avoir été exposés au rayonnement solaire, et on va voir que ça fait partie des grandes inégalités des individus entre eux. Pour parler de ces aspects de photobiologie, eh bien, il faut envisager ce que je vais appeler les deux protagonistes, le spectre solaire d'une part et la peau d'autre part, ou tout au moins ces couches les plus superficielles, les couches supérieures. On ne va pas s'intéresser à l'ensemble du spectre, on va s'intéresser à une toute petite partie qui est la partie des ultraviolets, sachant qu'effectivement, le visible n'est pas non plus dépourvu d'effets. Et d'ailleurs, on commence de plus en plus à s'intéresser à la partie qui touche le rayonnement UV, à savoir la lumière bleue, et on pense qu'elle a des effets biologiques importants. Et puis, les infrarouges, qui eux sont calorigènes et qui créent cette sensation de chaleur. On n'en parlera pas, on va se concentrer sur le domaine ultraviolet, qui lui-même se subdivise en trois grandes zones. Les UVC, donc des plus petites longueurs d'onde vers les plus grandes, UVC, UVB, UVA. Alors les UVC, ils n'atteignent pas la peau, déjà c'est effectivement quand même une bonne nouvelle. Ils n'atteignent pas la peau, et c'est une bonne nouvelle parce que ils sont hautement toxiques, ils sont systématiquement cancérigènes.
Ils sont arrêtés par la couche d'ozone et donc, preuve supplémentaire s'il en était, qu'il est extrêmement important de la conserver intacte, cette couche d'ozone. C'est une protection naturelle contre ce type d'UV particulièrement dangereux. Et il y a des individus sur la planète qui en sont d'autant plus conscients, sont par exemple les Australiens, qui en sont réduits, qui ont une obligation de protection, de photoprotection systématique avec des hauts indices, les cancers cutanés ayant explosé dans cette partie du monde. Alors les UVC ont des applications en santé, plus généralement industrielles. Ils servent à faire de la stérilisation, mais comme ils sont très peu pénétrants, il faut toujours placer le substrat à stériliser en couche mince, en couche fine, et bien sûr, vu les dangers, les risques, c'est une stérilisation qui doit se réaliser hors présence humaine. Alors, on va passer maintenant aux UVB. Leur longueur d'onde est comprise entre 280 et 320 nanomètres. Ils sont susceptibles, eux aussi sont filtrés en partie par la haute atmosphère, mais pour autant, ils vont pénétrer assez profondément dans la peau, puisqu'ils vont pénétrer jusque dans tout l'épiderme, sachant que la couche la plus externe de l'épiderme, c'est la couche cornée. Ensuite, en dessous, on a l'épiderme vivant, et les UVB pénètrent dans l'épiderme vivant. Cette pénétration n'est bien sûr pas sans effet biologique, et c'est tout le problème et tout le danger de ce type d'UV. On va avoir des effets biologiques liés à la formation de dimères pyrimidiques. Il va y avoir des mutations, il va y avoir production de photoproduits, et le tout menant à ce qu'on appelle une photocarcinogénèse, c'est-à-dire un processus de carcinogénèse médié par le rayonnement ultraviolet. Donc la photocarcinogénèse s'explique par l'action des UVB au niveau cellulaire et particulièrement au niveau de l'ADN. Donc ces dimères de pyrimidine, ces mutations, ces photoproduits, tout ça concourt à une modification de la cellule et à terme à la formation des carcinomes. Alors quant aux UVA, 320-400 nanomètres, donc une longueur d'onde, les longueurs d'onde les plus importantes du domaine ultraviolet, eux, ils vont même pénétrer encore plus profondément, puisqu'ils vont pouvoir aller causer des dégâts jusqu'au derme, où on va les retrouver. Là aussi, bien sûr, en résultent des effets biologiques, avec des réactions de type radicalaire, donc la formation de radicaux libres, formation également de sites abasiques, donc il n'y a plus de base, modification des bases, s'il n'y a pas disparition complète, il y a modification de ces bases, rupture des brins au niveau de l'ADN. On a l'habitude d'une manière très schématique, mais qui est quand même assez proche de la réalité, de dire les UVB sont cancérigènes, les UVA sont source du vieillissement, ce qu'on appelle vieillissement photo-induit, photovieillissement, héliodermie aussi, tout ça ce sont des termes synonymes. Alors, en réalité, cette division est un peu schématique quand même. Les UVA, outre leur effet dans le photovieillissement, sont également impliqués dans la photocarcinogénèse. Élément important à prendre en compte, quand on parle d'UVA, c'est aussi bien UVA naturel, c'est-à-dire suite à une exposition solaire, que UVA artificiel, c'est-à-dire ce à quoi on est exposé quand on se rend dans un institut de beauté ou dans un centre spécialisé avec des rampes ultraviolettes. Nous avons dit que la photobiologie nous a permis, les connaissances en photobiologie nous ont permis de classer les effets selon leur ordre d'apparition. Et effectivement, on va classer deux grands types d'effets en effets immédiats, parce que ce sont des effets que l'on peut concrètement observer en quelques heures, voire quelques jours. Et parmi ces effets immédiats d'apparition très rapide, on trouve
le coup de soleil, c'est comme ça qu'on l'appelle effectivement vulgairement, c'est son nom le plus connu. Son nom plus scientifique et dermatologique, c'est érythème actinique. Érythème parce que c'est rouge et actinique parce que c'est provoqué par un rayonnement. Et puis également, le bronzage fait partie de ces effets immédiats puisqu'effectivement, c'est quelque chose, tout au moins, on va le voir, pour les peaux susceptibles de bronzer, c'est un effet qui apparaît assez vite. Et puis, les deux autres types d'effets que j'ai représentés ici sont des effets dits à long terme, puisqu'ils vont mettre plusieurs années à apparaître, enfin, ou tout au moins à être réellement visible, à avoir une visibilité aux yeux de soi-même et aux yeux des autres. C'est tout d'abord le vieillissement cutané. L'illustration, c'est typiquement ce qu'on appelle une nuque rhomboïdale, puisque ça évoque une figure géométrique qui est le rhomboèdre, et qui apparaît précisément chez des personnes qui ont beaucoup exposé leur nuque d'une manière non protégée au cours de leur vie. Et puis la photocarcinogénèse qui bien sûr reste l'effet le plus grave, qui va mettre 10, 20, 30 ans avant de se manifester, elle-même conséquence, en partie, de la photoimmunosuppression des ultraviolets. Dans les années 80, il y avait une hésitation, on ne savait pas trop si les UV favorisaient le système immunitaire ou le déprimaient. Maintenant, c'est clairement établi que c'est dans le sens d'une photoimmunosuppression et celle-ci concourt à la photocarcinogénèse. Je disais tout à l'heure que parmi les inégalités entre les individus, il y en a une qui finalement est assez criante, c'est la manière dont notre peau réagit au soleil, et cette classification des individus avec la notion de phototype, on la doit à Fitzpatrick, qui est un dermatologue du 20e, américain, qui a inventé beaucoup de choses à la frontière de la c'est un dermatologue, mais il a inventé beaucoup de choses à la frontière de la dermatologie et de la cosmétologie, et on lui doit cette classification des individus de 0 à même 6. On va voir pourquoi on peut dire 6. Certains ne parlent que de 1 à 5. Bon, moi, j'ai voulu ajouter le 0 qui existe, mais c'est un phototype un peu particulier puisque c'est le sujet albinos. Ce phototype 0, cette personne, bien sûr, a des rapports extrêmement compromis avec le soleil, puisque toute exposition solaire provoque des brûlures qui sont quasi immédiates. Cette personne n'a pas du tout la capacité de bronzer, et donc toute exposition solaire lui est interdite. Et à l'inverse, le 6, c'est la personne qui vit ou est issue d'Afrique subsaharienne, 6 et même 7, Afrique noire. On va avoir des peaux noires pour lesquelles, effectivement, il y a une compétence du système mélanocytaire qui est excellente, sont de très bonnes mélanines, et ces personnes-là sont très bien protégées d'une manière totalement naturelle. Alors, entre ces deux phototypes extrêmes, on a diverses situations. On a tout d'abord les phototypes 1 et 2, on dit mélanocompromis, donc le terme dit bien ce qu'il veut dire. Ce sont les personnes les plus susceptibles de développer des cancers cutanés si elles ne se photoprotègent pas suffisamment. Ce sont des personnes qui, quand elles s'exposent sans protection, font très rapidement et très fréquemment des coups de soleil et bronzent difficilement à très difficilement. À l'inverse, et ça va faire la transition avec les peaux mates, les peaux des personnes vivant au Maghreb puis en Afrique subsaharienne, ce sont les phototypes 3 et 4 qu'on dit mélanocompétents, parce qu'effectivement, ils sont susceptibles de faire parfois ou même très rarement des coups de soleil, et puis pour eux,
le bronzage est quand même assez facile. Ils obtiennent assez rapidement un bronzage qui, il ne faut pas l'oublier, est photoprotecteur. C'est une photoprotection naturelle. Donc, très grande disparité à la surface du globe, très grande inégalité des individus face à l'exposition au soleil et donc aux ultraviolets. Et puis, donc, on a dit les pionniers, Jean Patou d'une part, puis Eugène Schuller qui a créé L'Oréal. Mais il y a un autre larron, j'ai envie de dire, qui rentre dans la danse dans les années 40, c'est Franz Greta. Il a deux caractéristiques. D'abord, c'est un alpiniste de haut niveau, puisqu'il va réussir l'ascension du Piz-Buin en 1938. Et puis, c'est aussi un scientifique, ce qui va l'amener à créer les produits de protection, les premiers produits de protection solaire avec la marque Piz-Buin. Il donne le nom, c'est la marque éponyme par rapport au sommet dont il a réalisé l'ascension. Il a été fortement exposé aux UV, parce qu'effectivement, il y a aussi une inégalité des conditions dans lesquelles on s'expose. On sait qu'on est d'autant plus exposé aux UV, plus on va monter en altitude, donc en haute montagne, les accompagnateurs, les guides de haute montagne sont très exposés. Également, quand on fait du bateau, donc les skippers, les pêcheurs, les marins-pêcheurs sont des professions particulièrement exposées. Donc, il va créer la crème des glaciers en 1946 parce qu'en fait, il a subi des coups de soleil extrêmement intenses et il comprend qu'il faut faire quelque chose pour ne pas continuer à avoir ce type de désagrément. C'est une brûlure, donc pour lui, il ne voit pas forcément les effets biologiques qu'on découvrira ensuite, mais c'est une brûlure, c'est douloureux, donc il faut trouver une parade. Et on peut imaginer, je n'y pas tout à fait, on va voir pourquoi, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle le SPF, ou Sun Protection Factor. En français, mais c'est quand même assez peu usité, de moins en moins, on l'appelle aussi facteur de protection solaire FPS, ou même indice de protection IP. C'est l'une des caractéristiques du produit solaire. Et la caractéristique de ce facteur, c'est d'être quasi universel. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la planète, actuellement, les produits de protection solaire sont qualifiés par un SPF. En fait, si Greta l'a inventé, il savait pas comment le calculer. Donc, c'est Rudolf Schulz, l'allemand, le scientifique allemand Rudolf Schulz, qui en 56 propose une méthode de détermination du SPF. Donc, en fait, c'est un petit peu paradoxal. On a inventé des produits et on a déterminé comment les qualifier, comment les quantifier après. Donc, c'est un paradoxe supplémentaire de ce type de produit. Alors, comment est-ce qu'on les calcule suivant la méthode de Schulz? Eh bien, ça se calcule, ça se détermine sur des volontaires. Donc, voilà, on a une belle enfilade de volontaires là, qui se prêtent à un test de détermination du SPF, sachant que Schulz a proposé d'appliquer le produit sur le dos de volontaires à raison de 2 mg par centimètre carré, ce qui est tout à fait considérable, puisque la peau, c'est 2 mètres carrés, la peau d'un adulte, schématiquement. Donc, ça fera à peu près un tube par jour pour un adulte d'1,80 m, 80 kg qui fait une journée de plage. Donc, le produit est appliqué à raison de 2 mg par centimètre carré et on va déterminer ce qu'on appelle la DEM, la dose érythématogène minimale sur la peau protégée, divisée par la dose de rayonnement érythématogène minimale, pareil, dose de rayonnement qui va permettre de visualiser un érythème sur peau non protégée. Donc, Schulz propose d'irradier des volontaires et c'est un rapport de dose, donc ça revient à un rapport de temps. Plus le SPF est élevé, plus le temps qu'il va falloir pour observer à nouveau un coup de soleil, un petit érythème, vous voyez les petits spots
à droite de la diapositive va être élevé. Ça va permettre de classer les produits entre eux et permettre aussi un choix qu'on va qualifier d'éclairé du consommateur parce qu'il va voir différents indices. Donc, il va on lui apprend, hein, c'est le but de la communication scientifique, de démontrer que plus l'indice est élevé, plus il sera protégé. Au fil du temps, les indices avaient un petit peu, vraiment, j'allais dire dérivé, c'est pas tout à fait peut-être le terme exact, mais étaient partis dans des valeurs excessivement élevées, puisqu'on avait atteint rapidement dans les années 80, 90, 100, plus de 100, enfin, donc on parlait d'écran total. En 2006, au niveau européen, enfin, il y a des recommandations européennes qui sont sorties et qui ont je ne veux pas dire figé, hein, ça évoluera peut-être un jour, mais à mon avis, c'est quand même très compliqué que ça évolue, puisqu'on a tous pris l'habitude de ces indices. L'indice minimum correspondant à une protection faible, c'est les indices 6 et 10 que l'on voit de noter sur un emballage de crème solaire, jusqu'à 50 plus, qui correspond à une protection très haute, si avant la mise sur le marché, on a déterminé que l'indice déterminé était supérieur à 60. Le problème, c'est déjà que dans la vraie vie, on n'applique jamais le produit à hauteur de 2 mg par centimètre carré. Donc dans ce contexte, déjà, on ne peut plus, et c'est tout à fait pertinent, c'est tout à fait logique, il est interdit d'utiliser le terme d'écran total parce que la notion d'écran total n'existe pas. Et on voit bien que plus on utilise un indice élevé, plus la quantité de photons transmis ou arrêtés, peu importe dans quel sens on veut parler, et si c'est le nombre de photons transmis, il est le plus faible possible, sachant qu'un SPF de 1, ça correspondrait à l'absence de produit. Il n'y a aucun arrêt des photons incidents. Ils vont atteindre, comme on l'a vu tout à l'heure, les UVB, l'épiderme, les UVA, le derme. Donc, tout irait à peu près bien si effectivement on appliquait réellement la dose de 2 mg par centimètre carré. Mais ce n'est pas le cas, et nous avons démontré il y a quelques années que du fait de la diminution de la dose appliquée, eh bien, on a une diminution du niveau de photoprotection, ce qui signifie qu'en réalité, personne n'applique, on va prendre l'exemple du 50+, qui est l'indice recommandé quand on a véritablement besoin d'une photoprotection, eh bien, personne n'applique un 50+, parce que comme on met beaucoup moins de produits, donc il est important de partir d'un indice très élevé, parce que prenons l'exemple d'un indice 10 par exemple, on aura très rapidement que la moitié d'un indice 10, on n'aura plus que 5, donc c'est même pas un produit solaire. Donc, il n'y a aucun souci, et même c'est recommandé d'utiliser de très hauts indices. Par ailleurs, donc ça, évidemment, dans les années 50, quand Schultz a mis au point sa méthode, il ne le savait pas, mais au fil du temps, il a été mis en évidence que cette méthode présentait des biais, et en particulier, elle permet et c'est même ce qu'elle fait systématiquement, elle surestime les indices, parce que il suffit que dans la formule du produit de protection solaire, on ait une substance à activité anti-inflammatoire, qui sont toutes d'origine végétale d'ailleurs, la lantoïne, le bisabolol, l'acide glycérétinique qu'on trouve dans la réglisse. Ça peut être un extrait végétal total d'ailleurs. Donc les uns comme les autres ont un effet anti-inflammatoire. Ils inhibent la formation du coup de soleil, la rougeur, par cet effet anti-inflammatoire, mais sans effet filtrant, et ainsi on surestime l'indice. Par ailleurs, ça c'est un petit problème
plus technique, cette méthode de Schultz ne permet pas de calculer, de déterminer les indices des produits de protection solaire à tout moment de l'année, parce que il faut avoir à sa disposition des volontaires qui ne se sont pas du tout exposés. Donc depuis le mois début juin, là, il n'y a plus aucun test sur volontaire, donc test in vivo possible. D'où la supériorité de la ou des méthodes in vitro. Enfin, je parle de là parce qu'en réalité, il y a relativement consensus actuellement sur une méthode, tout au moins par rapport au substrat, au matériel aussi. Cette méthode, elle a été mise au point à la fin des années 80 par deux scientifiques américains, Diffey et Robson. Et elle permet, elle a deux avantages, ou même plus, mais premier avantage, elle a quand même c'est celui-là qu'il faut citer en premier, elle a un avantage éthique évident, enfin, on n'a pas recours à des volontaires, donc on n'irradie pas des personnes dans l'ultraviolet, ce qui est quand même, si elle n'avait pas d'autres avantages, celui-là me paraîtrait tout à fait suffisant. Autre avantage, eh bien, elle peut se pratiquer un 1er juillet, un 2 août, un 3 mars. Elle se pratique quelle que soit la période de l'année. Différents supports ont été proposés, supports sur lesquels on applique le produit de protection solaire à tester. Il y a eu du papier glacé, des diapositives comme on les utilisait il y a de nombreuses années. Maintenant, il y a consensus et tout le monde utilise des petites plaques de polyméthylmétacrylate normées d'un point de vue de leur surface. La surface fait 25 cm². Sur ces substrats, on applique le produit de protection solaire à tester. Et ensuite, la méthode revient à une méthode spectrophotométrique, d'où ce petit appareil qui ressemble à un gentil robot, qui en fait est un spectrophotomètre à sphère d'intégration, et qui permet de calculer grâce à un logiciel, parce que ce serait extrêmement fastidieux de le faire à la main, qui permet, grâce à un logiciel, de déterminer quelle est la fraction, quelle est la quantité du rayonnement, la fraction du rayonnement qui a été arrêtée par la couche de produit qui a été appliquée au niveau de la plaque. Alors, quelle que soit la méthode utilisée, c'est-à-dire qu'on utilise une méthode in vivo ou in vitro, il faut déterminer le SPF, donc, dont on a parlé, le facteur de protection dans l'UVA, puisque les recommandations de 2006, dont on a parlé tout à l'heure, exigent désormais, et ça c'était une avancée en 2006, même s'il faudrait encore faire évoluer vu ce que l'on sait en 2021, qu'il faut un large spectre protégé aussi bien dans l'UVB, dans l'UVA, ce qui n'était pas du tout le cas des produits au XXe siècle. On surprotégeait dans l'UVB et on protégeait quasiment pas dans l'UVA. Maintenant, il faut un rapport 1/3, il faut un rapport équilibré, et cette largeur de spectre est qualifiée aussi par ce que l'on appelle la longueur d'onde critique, qui, elle, ne peut se déterminer qu'in vitro. J'ai mis éventuellement, mais le éventuellement est à prendre du côté de l'industriel. Pour ma part, je considère que c'est une exigence. Il faut déterminer deux propriétés supplémentaires, la photostabilité, puisque l'on sait qu'un produit de protection solaire, c'est les conseils que l'on donne de bon usage, doit être réappliqué toutes les 2 heures. Donc le produit doit être stable au moins 2 heures. Ce ne serait pas un bon produit de protection solaire, un produit qu'on appliquerait, puis 10 minutes après, on a appliqué un 50 plus, déjà on n'en applique pas la quantité, mais 10 minutes après, on est à SPF 10, donc ça n'aurait pas de sens. Il faut rester à une valeur 50 plus sur la durée. Et puis la résistance à l'eau, c'est un élément extrêmement important à prendre en compte, particulièrement dans une optique de préservation de l'environnement, et en ce qui concerne ce critère de
la préservation des océans et des eaux douces, des lieux de baignade en général. Alors, les produits, une fois qu'ils sont formulés, ce qui en fait une spécificité, ils ont des statuts réglementaires très différents, en particulier sur ces deux grands continents. En France et en Europe, ce sont quasi exclusivement des produits cosmétiques. Alors je dis continent, j'aurais pu mettre la Union européenne, mais en l'occurrence on peut inclure la Russie, puisque la Russie récemment a proposé un règlement, une réglementation des cosmétiques qui est très très voisine de la réglementation de l'Union. Et il y a quelques dispositifs médicaux qui se comptent à peu près sur les doigts d'une main. Aux États-Unis, le statut est radicalement différent, puisque ce sont des médicaments OTC. OTC, c'est pour over the counter, donc des médicaments de vente libre. Et là, il faut se rendre compte qu'outre-Atlantique, ils sont beaucoup plus logiques que nous par rapport à leur définition respective des médicaments et des cosmétiques, puisque en Europe, comme aux États-Unis, un médicament, c'est ce qui prévient une maladie. On pensera aux vaccins, qui sont typiquement des médicaments. Et là, très bizarrement et très paradoxalement, on continue à ne pas donner un statut de médicament à des produits qui préviennent une maladie. Donc l'objectif serait de faire changer les produits de protection solaire de statut réglementaire. Au 21e, on peut dire que on est passé dans encore autre chose avec l'ère des controverses. Cette ère des controverses, elle est née beaucoup avec des tas de méfiance des consommateurs, que l'on voit d'ailleurs actuellement avec la méfiance que certains ont vis-à-vis des vaccins contre le coronavirus. Il y a une méfiance vis-à-vis de l'industrie cosmétique, de l'industrie pharmaceutique. On pense que c'est une méchante industrie qui veut nous empoisonner, etc. Et donc, ça se situe dans ce contexte-là. Dans ce contexte de méfiance, ça a commencé par les conservateurs et la polémique parabène, et ça se poursuit avec toutes sortes de polémiques autour des filtres ultraviolets qui sont désignés à vindicte populaire comme source de tous les maux. Ils sont très méchants parce qu'ils sont allergisants, perturbateurs endocriniens, et en plus, sur un plan écotoxicologique, ils polluent la planète, c'est eux qui sont responsables du blanchiment du corail. On dresse au consommateur, à l'utilisateur, un tableau apocalyptique des produits de protection solaire, sachant que c'est un discours qu'il n'est pas possible d'entendre, puisque les filtres allergisants type le PABA, le premier dont on a parlé tout à l'heure, sont interdits, que des filtres effectivement qui posent problème, comme les benzophénones ou les dérivés du camphre, l'industrie cosmétique européenne ne les utilise plus, et que en matière de blanchiment du corail, bien effectivement, je comprends que ce serait peut-être très simple de dire que ce problème est lié, problème aigu, je le reconnais, est lié au filtre UV. En réalité, c'est très multifactoriel. Il y a le réchauffement climatique qui intervient, il y a des virus qui interviennent, il y a les effluents industriels, les marées noires, etc., etc. Et les pauvres filtres n'y sont pour pas grand-chose, d'autant plus qu'actuellement, la grande majorité des produits de protection solaire sont résistants à l'eau. Mais bon, j'ai envie de dire quand même que le mal est fait et on a une assez grande désorientation du consommateur. Ça a amené sur un plan marketing certaines sociétés à se ruer dans cette brèche-là et de dire que ceux qui étaient méchants, c'était les filtres qu'ils ont appelés chimiques, alors qu'on doit les appeler des filtres organiques, et à dire le salut est dans les filtres minéraux, dioxyde de titane et oxyde de zinc, et que ces produits-là sont absolument parfaits, ce qui bien sûr n'est pas du tout le cas, d'autant plus qu'ils manquent cruellement d'efficacité. Il y a même des propositions de faire ces
crème solaire maison, uniquement à base d'oxyde de zinc. Le DIY est très à la mode. Bon, ce n'est pas une solution à envisager parce que c'est même assez dangereux d'en parler. Plus récemment, des petites sociétés se sont même lancées sur la mise sur le marché de produits sans filtre. Donc finalement, on aboutit à un problème assez grave en matière de santé publique. Alors les recettes trouvées sur le net, j'insiste vraiment, ne doivent jamais être utilisées comme produits solaires pour la bonne raison qu'elles ne sont pas efficaces. Donc elles n'assurent pas de protection comme peuvent le faire les produits industriels du fait d'une absence quasi totale d'efficacité. Donc la personne va avoir un faux sentiment de sécurité et en réalité elle n'est pas du tout protégée, donc c'est extrêmement grave. Par ailleurs, les produits sans filtre, c'est une mode, on voit fleurir des produits à base d'huile végétale, particulièrement les deux plus promus, c'est l'huile de Caranja d'une part et d'autre part l'huile de pépins de framboise. Ils sont totalement dénués d'effets filtrants, d'ailleurs c'est tout à fait récent. Par le passé, on a toujours dit que les huiles, c'était intéressant pour la peau parce que ça donnait une sensation de gras, mais c'est pas tellement ce qu'on recherche, mais il y a un effet qui est dit émollient, c'est adoucissant et assouplissant et un effet hydratant, mais un effet filtrant, les huiles végétales, ce que je dois dire malheureusement, je ne sais pas, toujours est-il que elles en sont totalement dénuées d'effets filtrants, donc elles n'ont pas d'efficacité. En outre, ces produits sont totalement illicites puisqu'ils ne sont pas conformes à la réglementation européenne qui ne reconnaît que 29 filtres autorisés. 27 sont des molécules organiques présentant des doubles liaisons conjuguées et 2 filtres minéraux ou inorganiques. Alors en conclusion, on se rend compte que la connaissance des effets du soleil sur la peau requiert des expertises dans des domaines extrêmement variés. C'est complexe, donc il faut faire appel à des domaines très divers, la physiologie, la biologie, la physique, la chimie, la dermatologie, donc des disciplines et scientifiques et médicales. La formulation de ces produits requiert, elle aussi, des expertises très variées, là plutôt des expertises de physico-chimistes, donc essentiellement la chimie des émulsions, la formulation des émulsions, et puis la connaissance des filtres ultraviolets et de la manière dont on peut les associer. Et le contrôle de ces produits-là exige lui-même des connaissances en physique, donc des connaissances du rayonnement et de leurs effets sur la peau. Avec, et ça j'aurais pu le citer en introduction, mais je l'ai vraiment réservé pour ma conclusion, le seul objectif, c'est bien évidemment de faire diminuer le nombre de cancers cutanés qui malheureusement ne cesse d'augmenter, puisque on constate qu'un certain nombre de produits ne sont pas forcément efficaces à la hauteur annoncée, couplé au fait que le bon usage n'est pas forcément respecté, ou que même certaines personnes s'exposent encore avec des peaux non photoprotégées et ont véritablement des addictions solaires. Je vous remercie de votre attention.